Monsieur Dam, bonsoir. Merci de votre présence pour le débat d'aujourd'hui. On va présenter le livre de M. Mohamed Hachmaoui sur le clientélisme et le patronage dans l'Algérie contemporaine. Donc je commencerai par présenter l'ACDA et présenter le site et ainsi la chaîne YouTube où on diffuse les différents débats qui sont filmés. Et après on laisse M. Hachmaoui présenter son livre. Donc l'ACDA c'est une association qui s'est créée en janvier 2011. C'est une association qui s'appelle Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Elle s'est constituée après les événements qu'on a récemment vus pendant le printemps arabe. Donc l'objectif de l'ACDA c'est de créer un débat, un groupe de réflexion, de débat et d'action en faveur du changement démocratique en Algérie. Donc je vous présente le site là qu'on a récemment lancé. Donc là vous voyez que la dernière notification correspond justement au débat d'aujourd'hui, qui est la rencontre avec M. Hachmaoui sur le livre. On présente aussi les différentes chartes dans les 3 langues nationales. Le français, la mazir, qui n'est pas encore langue nationale, et en arabe. Et ainsi aussi, on a une chaîne YouTube où on a les différentes vidéos des différents débats qu'on a organisés depuis 2011. Quand on aura la liste complète des personnes présentes aujourd'hui, on va vous diffuser les liens pour que vous puissiez voir les différents débats. Et dès qu'on termine le découpage de la soirée d'aujourd'hui, on vous transmet le lien pour que vous puissiez regarder et partager avec d'autres personnes. Donc je commence par présenter M. Hachmaoui, qui nous a fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Donc Mohamed Hachmaoui est un sociologue, politologue algérien. Après avoir fait ses études de licence et magistère à l'université d'Alger, il poursuit ses études doctorales en France et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, où il a fait son DEA et son doctorat. Il a enseigné dans différentes universités, telles l'Université d'Alger, l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, Cia Foscari, l'Université de Venise. Il rentre tout juste de Berlin, où il a passé 8 mois en German Institute for International and Strategic Affairs en qualité de Senior Research Fellow. Il est actuellement chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Ses recherches s'inscrivent dans 3 champs de la science politique, l'ethnographie politique et la politique comparée. Il a publié de nombreux travaux dans des revues savantes, telles que la Revue française de sciences politiques, la Revue internationale de politique comparée, Cahier d'études africaines, Esprit, etc. Mohamed Hachmaoui travaille depuis 2 ans sur les transitions politiques en Tunisie et en Égypte, objet de son habilitation à diriger des recherches HDR. Il vient de terminer une enquête sur la transition politique tunisienne. Il est connu aussi avec une autre casquette, celle du concepteur des forums Les Débats de l'Ouatan. C'est un journal algérien en Algérie. Il a eu à organiser des débats publics sur des thématiques différentes telles que l'autoritarisme, la corruption, la rente et ainsi de suite. En prévision de la sortie imminente de son ouvrage, Clientélisme et patronage dans l'Algérie contemporaine, nous lui avons demandé d'animer cette conférence débat autour de son livre. Cet ouvrage propose une ethnographie politique du régime algérien, j'insiste pour l'ethnographie, du régime algérien à travers une enquête de terrain menée entre 2001 et 2012 dans différentes régions de l'intérieur du pays. L'ethnographie politique proposée par le sociologue Mohamed Hachmaoui met au jour les logiques de fond qui traversent la communauté politique algérienne. L'auteur dévoile le rôle peu exploré que jouent les tribus, les zaouïas et l'argent dans le jeu électoral algérien. La lecture rafraîchissante de cet ouvrage s'avère d'autant plus indispensable pour comprendre le régime algérien que nous sommes à moins de 8 mois de l'élection présidentielle algérienne.
Et la lecture de cet ouvrage s'impose. Je laisse M. Mohamed Hachmaoui se présenter et présenter le livre. Merci. Merci à l'association ACDA, Association pour le changement et la démocratie en Algérie, pour cette invitation de nous permettre de nous donner cette opportunité de présenter cet ouvrage. Bien que petit, fait 200 pages, ce livre a une histoire un peu tumultueuse. L'accouchement de ce livre est un processus truffé d'épreuves. Il fut particulièrement douloureux, une succession de turbulences venant à chaque fois perturber sa gestation et reporter son aboutissement. En course face à mon épouse, je devais initialement accoucher de l'enfant de papier avant qu'elle ne mette au monde notre fils Camille. Pari perdu, ma concurrente se révélant être une redoutable compétitrice. Chemin faisant, le fœtus de papier a pris la forme de 2 jumeaux, dédiés l'un au clientélisme, l'autre à la corruption. Happé par le second, sans même avoir tout à fait terminé le premier, je me suis trouvé dans l'impossibilité de délivrer la paire d'un seul mouvement. En piste pour une seconde chance, il fallait cette fois que j'accouche du premier avant que ma femme ne m'offre Imal. L'épreuve fut à nouveau perdue, l'enfant de papier ayant été remis à l'éditeur 1 mois avant la naissance de notre fille. C'est peu dire que cet ouvrage s'inscrit dans une entreprise que je mène depuis mon DEA, c'est-à-dire depuis 2001, qui essaie de développer une intellection, une compréhension du système de gouvernement algérien. Ce que je propose ici, c'est une ethnographie de la fabrique politique. Ce que je propose ailleurs est une analyse institutionnelle de la corruption politique. Donc c'est dans ce cadre-là que se situe cet ouvrage. Les deux communiquent et font un ensemble. Comme ils m'ont honoré de leur présence ici, il m'est agréable de reconnaître ma dette intellectuelle et de remercier très chaleureusement Fanny Colonna, Jean Leca et Mohamed Hall pour le soutien et l'amitié indéfectible. Bien. Une question se pose depuis le printemps arabe. Comment interpréter, à l'heure des soulèvements populaires arabes, l'endurance du système autoritaire algérien? Comparé au système politique en présence du Maroc à la Syrie en passant par l'Arabie Saoudite, le système politique algérien s'avère assurément l'un des plus résistants à l'analyse. Son leadership est tantôt militaire, tantôt civil. Son mode de gouverner est insaisissable et constitue de ce fait une énigme. La rareté des travaux ne facilitant pas cette intellection. Depuis les émeutes sanglantes d'octobre 88, qui ont signifié l'effondrement de la légitimité historique de l'élite dirigeante, le système a connu, il est vrai, bien des métamorphoses, du parti unique au multipartisme, de l'économie dirigée à l'économie de marché, de la révolution institutionnalisée à la guerre civile. La cadence et l'ampleur des changements sans pareil dans le monde arabe et islamique ont achevé de brouiller la lecture. Alors que l'Algérie, délaissée par les sciences sociales depuis la fin des années 1980, s'apparente à une terra incognita, sa communauté politique, elle, prend les allures d'une immense boîte noire. Les thèses en vogue, telles que la revanche d'Allah, la malédiction du pétrole, la transition démocratique, plaquant des métarécits essentialistes, culturalistes et des schémas déterministes,
sur des processus, sur des trajectoires historiques fluides et complexes, faussent la lecture quand ils n'entretiennent pas la confusion. Cet ouvrage, en porte-à-faux avec les paradigmes célébrés du néo-orientalisme, de la transitologie et de la malédiction des ressources, entend, en entreprenant une immersion ethnographique dans les profondeurs du pays, entend éclairer autant que faire se peut cette immense boîte noire à laquelle s'apparente le régime politique algérien. Les études de sciences politiques portant sur l'Algérie contemporaine, préférant les analyses par le haut, les modèles agrégés, s'intéressent rarement, sinon de façon superfétatoire, à ce que Jean Leca appelle joliment les profondeurs du politique. Les analyses anthropologiques, l'anthropologie, attirée le plus souvent, pour paraphraser Arjun Appadurai, par the small, the simple, the elementary and the face-to-face, tout ce qui est petit, tout ce qui est élémentaire, les interactions, l'anthropologie aime bien ça. Donc, en se focalisant sur ces aspects-là, tourne le dos au système de gouvernement. Quand elle ne représente pas la société locale comme l'antithèse politique de l'État. Les travaux qui tentent de faire se concilier ces différents niveaux dans un même mouvement d'analyse opèrent fréquemment par un coup de force, en transposant le macro sur le micro ou en extrapolant le micro sur le macro. L'examen de la question des relations entre les communautés de base et l'État est un bon exercice pour rompre avec ces manies universitaires. Pourquoi? Parce que cet exercice permet d'observer les logiques de solidarité, les stratégies de mobilisation, les réseaux de clientèle entre le centre et la périphérie, et d'analyser le fonctionnement in concreto du système politique. Or, le pays, il se trouve que le pays enregistre, depuis ces 10-15 dernières années, une multiplication de manifestations relevant prima facie, de prime abord, du retour de la tradition, je mets beaucoup de guillemets. Le phénomène des Harouches en Kabylie en 2001, l'affrontement sanglant et récurrent, meurtrier et récurrent entre les membres de la tribu arabe sunnite des Sha'anba et les membres de la communauté berbère ibadite dans la vallée du Mzab, en 1985, en 1990, en 2008, en 2009 et tout récemment encore, les accueils fastueux réservés par les chouyours, les confréries au raïs, au chef de l'État dans ses différentes visites pré-électorales et électorales de 2000 à 2005, les rivalités tribales parfois très violentes qui s'opèrent lors des élections législatives et même locales, tout cela nous incite à s'interroger. Comment se fait-il que ce pays, l'Algérie, qui a subi la déstructuration communautaire la plus profonde du monde arabe, connaisse au début du XXIe siècle ce qui s'apparente de prime abord comme étant une résurgence ou un retour de la tradition. Les problèmes posés par les rapports entre État et communauté de base, ce problème a donné lieu dans la région à deux interprétations dominantes et concurrentes. La première interprétation, elle est proposée par Ernest Gellner dans les pas d'Ibn Khaldoun. Elle souligne le fondement tribal de l'État, la
robustesse de la culture tribale. L'autre interprétation, posée par Daniel Lerner, postule que la modernisation en cours dans les États de la région, du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, consacre le déclin de la société tribale. El-Baqi Hermasi, un sociologue tunisien de renommée, qui est un disciple de cette école de la modernisation, estime que la colonisation a provoqué, je cite, une tabula rasa, une table rase sur laquelle peut désormais éclore la modernité. Les deux cadres d'interprétation dominants, pour aussi opposés qu'ils soient, ont en commun de pécher par réductionnisme. Le premier par essentialisme, le second par prophétie autoréalisatrice. Les deux accusant un déficit d'historicité et même d'ethnographie. Les élections peuvent, sous certaines conditions, constituer une entrée pour appréhender ce problème. La politique électorale est prise très au sérieux par ce régime non démocratique. C'est quelque chose de paradoxal. On a affaire à un régime autoritaire, donc non démocratique. Ça veut dire que ce ne sont pas les élections qui déterminent la rotation des gouvernants. Donc pourquoi ce système non démocratique et autoritaire dans lequel les élections ne représentent pas un enjeu d'alternance au pouvoir prend très au sérieux la question électorale, la politique électorale? Et pourquoi les partis d'opposition, qu'ils soient laïcs ou islamistes, participent à cet électorat, à cet autoritarisme électoral? Donc, à 8 mois ou peut-être même moins de l'élection présidentielle, cette analyse peut avoir un certain intérêt. Mais la politique électorale, l'analyse de la politique électorale, il y a très peu de travaux, en dépit de quelques incursions. C'est un domaine qui n'a pas été exploré par les politologues. Il commence à peine à être exploré par les politologues. Je veux parler de la politique électorale dans les systèmes autoritaires, c'est-à-dire des élections dans des systèmes autoritaires. Il y a deux pièges qui guettent l'analyse des élections sans la démocratie. Le premier, mettant en avant le rôle prépondérant de la manipulation, voire même de la fraude, dénie tout intérêt à l'objet même de la politique électorale. Le second biais, le second danger, le second piège, éludant le contrôle exercé en amont et en aval par le dispositif autoritaire, j'y reviendrai, on fait comme si ça n'existait pas. Et on prend au pied de la lettre les résultats qu'on nous donne. Tant pour le FLN, tant pour le RND, et on essaye de voir la ventilation par famille idéologique, islamiste, etc. On fait comme s'il n'y avait pas de manipulation, comme si le fichier électoral était tout à fait transparent. C'est pas très sérieux. Alors comment faire pour résoudre ce problème? L'approche que je développe pour dépasser ces écueils se déploie sur deux axes. Le premier, l'inscription des élections dans le cadre plus global du dispositif autoritaire. Les élections est un dispositif parmi les autres, parmi d'autres. Donc j'inscris les élections dans le cadre plus global de l'arsenal autoritaire. L'intellection des élections suppose l'intelligence du système dans son ensemble. Et réciproquement, l'analyse des élections peut éclairer, et je vais montrer comment elle éclaire le fonctionnement in concreto de ce système-là.
Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, l'analyse des pratiques politiques quotidiennes derrière la façade de la politique formelle, là où la prise en compte du dispositif autoritaire invite à révoquer en doute les taux de participation, les résultats, etc. La compréhension des élections à travers l'analyse ethnographique qualitative du jeu politique permet de projeter la lumière sur les logiques souterraines qui innervent la communauté politique. Et tout ça sans préjuger ni du taux de participation, ni des résultats électoraux. Je propose dans cet ouvrage d'appréhender ce puzzle que je viens de planter à l'aune de deux terrains. Tébessa à l'est, tout le monde connaît la carte. Tu peux mettre la carte. Donc, voilà, au nord, au nord-est, à l'est, voilà, à côté de la Tunisie, et la région d'Adrar, Timimoun, au sud-ouest. Mais pourquoi pourquoi il faut que je justifie épistémologiquement le choix de ces deux sites? Pas par hasard, faute de mieux. Plusieurs considérations gouvernent le choix de ces sites. La première entend rompre avec une manie qu'on retrouve chez certains spécialistes, celle qui consiste à ne s'intéresser qu'aux élites visibles de la capitale. On vient, on fait un petit tour dans les capitales, on rencontre tel ou tel leader, et puis on s'en va et on ne s'intéresse pas aux acteurs qui n'ont pas de surface médiatique, qui sont donc inexistants, les subalternes, les sans-voix avec X. Donc rompre avec ça. La seconde considération qui gouverne le choix de ces sites est inhérente à la structure sociale. Tandis que la région d'Adrar, Timimoun, le Gourara, Tidikelt et le Touat est réputée par la vivacité du culte des saints, le maraboutisme. Tébessa, elle, est plutôt renommée par ses remuantes tribus. Et ça, ce choix est lié au départ, je vous ai dit, manifestation de ce qui s'apparente de prime abord comme étant retour de la tradition. La troisième considération heuristique, et la troisième considération est heuristique. Alors que le maraboutisme du Touat, Gourara, Tidikelt est représentatif de l'Oranie jusqu'au Sahara, en passant par la petite Kabylie, où on trouve la prégnance du maraboutisme, Tébessa est représentative, elle, des régions qui vont du nord constantinois jusqu'au pays Chaouia, des régions dominées ou dans lesquelles ce qui s'apparente comme étant le tribalisme est prégnant, prévalent. La quatrième considération est liée au réseau de patronage et de pouvoir. Tandis que Tébessa, c'est l'angle droit du fameux BTS, Batna, Tébessa, Sogara, ce triangle dans lequel se recrutait une bonne partie de l'élite dirigeante du système algérien dans les années 1980-1990. Quand vous faites la sociologie des chefs de régions militaires, des généraux, des premiers ministres, etc., vous allez voir qu'il y a une forte prépondérance dans ces années-là, d'où l'appellation journalistique BTS. Bien.
Donc je l'ai fait exprès pour voir. En revanche, la région d'Adrar connaît, notamment depuis l'arrivée de Bouteflika au sommet de l'État en 1999, un revival, comment dire, une revitalisation, une résurgence des réseaux confrériques, une résurgence par le haut des réseaux confrériques. Il n'y a qu'à voir l'expansion, l'embellissement de la mosquée de Cheikh Belkbir, vraiment, il y a voilà. Bon. La cinquième considération qui gouverne le choix de ces deux sites est liée à l'intensité du jeu social. Là, ce facteur a été prépondérant pour le choix de ces sites. La région de la TBSA, la circonscription électorale, quand j'ai commencé à... aucun parti, fût-il la machine électorale du régime, la machine électorale du moment, RND, FLN, etc., n'a pu obtenir plus de 2 sièges sur les 7 dont dispose la circonscription. Même si le FLN avait raflé la mise en 2007, ou le RND avait raflé la mise, le RND a raflé la mise en 1997, il n'a obtenu qu'un siège sur 5. Et le FLN, pareil, donc des élections de 1997 à celles de 2007, aucun parti, fût-il la machine électorale du régime, n'a pu obtenir dans cette circonscription plus de 2 sièges sur 7. De l'autre côté, dans l'Adrar, la circonscription d'Adrar, qui comprend 3 sous-régions, le Gourara au nord, avec Timimoun comme capitale, le Touat au centre, avec Adrar, et le Tidikelt, un peu vers le centre du pays, avec Ain Salah, mais Ain Salah n'est pas dans la wilaya d'Adrar, découpage oblige, mais la capitale du Tidikelt, effectivement, était Ain Salah. Mais la partie adrarienne du Tidikelt est aujourd'hui a pour capitale, entre guillemets, Aoulef. Bien, entre ces 3 sous-régions, je ne parle pas du Tinzroft, qui en berbère veut dire le désert du désert, donc qui va jusqu'aux frontières avec le Mali, parce que c'est une région qui n'est pas peuplée. Donc voilà. Là, entre les 3 sous-régions, le Touat, le Gourara et le Tidikelt, il y a une grande rivalité, et vous allez voir comment cette rivalité intervient dans le classement des candidats sur les listes de candidats de partis aux élections. Une bataille très rude intervient à ce moment-là pour voir si le candidat tête de liste doit être du Touat ou doit être du Gourara. S'il est du Gourara, les gens du Gourara vont boycotter, etc. Bien. La dernière considération heuristique qui gouverne le choix de ces 2 sites, elle est liée à l'économie locale. La région de TBCA, je l'ai choisie, quoi je vous ai dit au départ, c'est une entreprise qui comprend l'intellection de la corruption systémique et le patronage et le clientélisme. TBCA est la place forte de la contrebande et du blanchiment d'argent dans le pays. Bien. Donc, ça a une incidence, et je vais le montrer, sur le jeu politique, l'émergence de nouvelles élites, l'intégration de ces nouvelles élites dans le jeu politique, etc. À l'inverse, la région d'Adrar, Timimoun, etc., elle est suspendue au réseau d'évergétisme des zaouïas, des confréries et des notables qui font des évergésies, qui font de la redistribution pour les déshérités, etc. Et vous allez voir comment ce facteur contribue à l'émergence de nouvelles notabilités. Bien. Alors, et on dit ça, pour aborder ce puzzle, l'approche convoque à contre-courant des routines dominantes de la discipline.
l'ethnographie interprétative. L'enquête ethnographique qui a guidé cette recherche privilégie par-delà l'entretien l'immersion. Elle a privilégié l'immersion et l'observation participante et l'imprégnation. Pourquoi j'ai choisi l'ethnographie? Je vais dire, quel est l'intérêt d'une étude ethnographique? Elle repose, à mon avis, sur plusieurs facteurs, j'en citerai deux seulement. Dans un système de gouvernement dans lequel les règles du jeu ne sont pas, dans lesquelles les règles du jeu ne relèvent pas du domaine public. Je veux dire que les règles du jeu qui gouvernent le système politique algérien, vous ne les retrouverez pas dans la constitution algérienne. Dans ce type de système, où les règles du jeu opératoires sont informelles, l'ethnographie politique s'avère l'approche la mieux outillée, parce qu'elle sait faire pour appréhender, observer, décrire et interpréter les logiques souterraines. Ce que les surveys et les approches corrélationnelles très en vogue dans la discipline ne permettent pas de saisir. Les études corrélationnelles, on prend plusieurs variables comme ça, rente, PIB, stabilité, etc., et on fait des corrélations. Ce type très en vogue en ce moment permet de pointer l'occurrence du changement, mais il ne permet pas de voir sous quel mécanisme opère ce changement-là. Les analyses ethnographiques permettent, par leur capacité à saisir, par l'observation participante, par l'immersion, à saisir les logiques souterraines et donc les mécanismes, les logiques qui président au changement. Bien. Et on dit ça, le livre, ça c'est en gros le chapitre introductif que j'ai intitulé « De quoi la fabrique de la politique en Algérie est-elle le nom ?» L'ouvrage se décline en trois parties. Une première partie qui s'intitule « Y a-t-il des tribus dans l'urne ?» et une deuxième partie qui s'intitule « Y a-t-il des zaouïas dans l'urne ?» et une troisième partie qui s'intitule « L'argent achète-t-il les élections ?» Je ne peux pas, vu le temps qui m'est imparti, de décrire dans le détail chacune des trois parties. Je vais donner en revanche quelques, histoire de vous donner l'envie de le lire. L'argument, qu'est-ce que je démontre dans cet ouvrage? Une double thèse commande l'économie de l'argument. La perspective interprétative entend démontrer d'abord la prégnance de ce que j'appelle le tribalisme sans tribu, la prégnance de ce que j'appelle la réinvention du marzen maraboutique. Je démontre qu'il y a 4 répertoires performatifs. Tribalisme sans tribu, réinvention de la tradition maraboutique, prévalence du clientélisme politique, prévalence de la corruption électorale. L'hybridation de ces 4 répertoires performatifs préside à la fabrique politique en Algérie. Bien. J'en viens, donc, y a-t-il des tribus dans le... Quand je débarque
après avoir choisi Tébessa, etc., quand je débarque à Tébessa en 2002, je ne pouvais pas mieux tomber. Il y avait une fronde qui secouait le parti des chefs de l'État et du gouvernement. Je veux parler du FLN. En 2002, c'était le parti du chef du gouvernement, Ali Benflis, et du chef de l'État, Bouteflika. Donc, tout le monde savait, les clientèles du régime en premier, que c'est le FLN qui allait remporter cette fois-ci les élections législatives de mai 2012. Cette fronde-là, 2002, pardon. Cette fronde-là, elle est... quelle est la cause de cette fronde? C'est une fronde qui est menée par une fraction tribale. Et donc on assiste à la colère des membres de cette fraction tribale qui viennent envahir le siège de la Muhafada du FLN à Tébessa, c'est-à-dire le commissariat ou la cellule principale du FLN à Tébessa, pour exiger qu'on change la liste proposée par le parti pour les élections législatives de mai 2002. J'ouvre ce chapitre. Certains trouveront peut-être cette façon de faire comme étant de la provocation. Il n'en est rien. J'ouvre ce chapitre par deux récits. Le récit que me donne Muhafid, le commissaire du FLN à Tébessa, je l'interroge sur la fabrique de la liste candidat. C'est des listes de candidats. C'est pas un scrutin uninominal, c'est des scrutins de liste. Le deuxième récit, c'est un extrait d'un rapport du bureau militaire du temps de la colonisation, à l'époque 1800 et quelques, 80 je crois. Les deux situations paraissent, a priori, comme si on enlève les dates, comme étant étrangement ressemblantes. D'où la question, comment se fait-il qu'en dépit de plus d'un siècle de rupture, de désagrégation, de violence, ces deux situations paraissent-elles aussi peu dissemblables? Et c'est ainsi que je déroule mon interprétation en m'appuyant d'abord sur la sociologie historique de ces tribus. Alors, je ne vais pas faire ce travail parce qu'il est trop lent sur l'histoire des tribus. Je vais commencer quand j'arrive à Tébessa. Tout le monde là-bas connaît la carte tribale. Ça fait partie d'un savoir pratique très répandu. Les chômeurs, les fraudeurs, les hommes d'affaires, les praticiens du parti unique, les politiciens, tout le monde connaît, fût-ce dans ses traits les plus élémentaires, la carte tribale de la région. Et comment il présente cette carte? C'est ce qu'on appelle en langage savant le folk model ou le modèle indigène. Ce modèle indigène que je retrouve dans les rapports, dans les écrits de la colonisation, de l'ethnologie militaire, etc., il présente deux collèges, entre guillemets. Un collège de Arouch majoritaire. Arouch, ça veut dire tribu, pluriel de Arsh. Arsh, étymologiquement, veut dire le trône. Mais dans cette région, comme dans une grande partie de l'Algérie, c'est le synonyme qu'on a donné à tribu. Là, le collège
le premier collège, le collège des Arouch majoritaires, des tribus majoritaires. Il comprend 3 grandes tribus. Les Nmamcha, les Aoulad Yahya et les Aoulad Abid. La première, c'est de loin la plus prépondérante. Elle est composée de 2 fractions tribales. Les premiers, les Brarcha, et en second, les Alaoum. Si bien la rivalité entre ces 2 fractions est tellement forte qu'en réalité, l'ordonnancement, la hiérarchie donnerait Brarcha en premier, Alaouna en second, Aoulad Yahya en troisième et Aoulad Abid en quatrième. Ça, c'est le collège des Arouch majoritaires tel que, je précise, tel que présenté par le discours social, par le modèle indigène. Le deuxième collège, c'est celui des Aqalliyat. C'est Aqalliyat, minorités, les Arouch minoritaires, les tribus minoritaires, qui sont dans cette région, les Frashish, qui sont de l'autre côté de la frontière, très remuants. Les Harakta, de l'autre côté d'une autre wilaya, vous allez trouver que les Harakta sont un peu au nord, prépondérants, et ainsi de suite. Bien. Il va falloir vérifier tout ça. Ce n'est pas parce que mes interviewés parlent à corps et à cri de tribus qu'il faut prendre ça au pied de la lettre et tomber dans l'illusion ethnographique d'un artefact d'une société tribale. C'est tellement jouissif comme ça, de, ah, j'ai trouvé un musée, ça y est, il faut vérifier ça historiquement. D'où l'apport de la sociologie historique. Alors, très très vite, juste avant la colonisation, comment ces tribus se présentaient sur l'échiquier régional. Les Nmamcha sont de loin la plus puissante tribu de la région à partir du 17e, 18e, 19e siècle. Je ne donne pas le nombre de ces fantassins, 4000, de ces cavaliers. Juste un révélateur, cette remuante tribu avait un pacte avec la régence d'Alger, qui voulait se prémunir contre ces menées prédatrices, parce qu'elle vivait de la prédation qu'elle exerçait, que ses membres exerçaient sur les tribus sédentaires du sud de Tébessa, sur les tribus caravanières, etc. La deuxième tribu, les Aoulad Sidi Yahya, se posait à l'inverse, c'est-à-dire que c'était, conceptuellement parlant, une tribu marzen, c'est-à-dire qu'elle était réquisitionnée par la régence d'Alger pour prélever l'impôt sur les tribus imposables, raya, en échange de faveurs fiscales, foncières, etc. Donc on a, ces 2 tribus occupent des positions très concurrentes, voire antagoniques, puisque l'une prélève l'impôt et que l'autre doit payer l'impôt, mais comme elle est tellement puissante, elle ne paye l'impôt que partiellement parce qu'elle est bien. La troisième tribu, à l'inverse des 2 premières, qui sont laïques, la troisième est un lignage sacré. À l'inverse des 2 premières qui sont laïques. Donc là, on a dans ce milieu laïque, c'est-à-dire non religieux. Hein, donc elle a une zaouia très prospère. Historiquement, les beys de Constantine et de Tunis envoyaient des évergésies au Bonorem au maître de la zaouia pour espérer capter sa baraka, son effluve sacré, en échange donc de faveurs fiscales, d'évergésie, etc., de libéralité. Bien, donc ça c'est avant, très vite dit, hein, ça c'est avant l'arrivée de la colonisation en 1830. Le viol colonial, très vite,
c'est la violence de la conquête va priver, et le moment, donc il y a la conquête militaire, TBC tombe en 1851. Mais c'est là, le Senatus consulte du 22 avril 1863 qui, selon les historiens, constitue le moment le plus important de l'histoire rurale de l'Algérie, parce qu'il va opérer purement et simplement la désagrégation tribale. Après, émietter, disloquer les tribus qui étaient jusque-là puissantes, remuantes, fières, etc., les priver de leurs terres, parce que la colonisation a un appétit foncier très important, les priver de les terres, les disloquer. Ajouter à ça, une fois qu'elles sont privées de leurs terres, donc de l'économie, des moyens de substitution, la famine, le séquestre, etc., c'est la désagrégation, processus historique de désagrégation de la tribu. Mais c'est là où les tenants de l'école de la modernisation oublient un facteur très important. Nous sommes aux marges de la colonie. On n'est pas à Alger, on n'est pas à Oran. Nous sommes aux marges. Le nombre d'Européens dans cette région se compte sur les doigts d'une main. Donc, il n'y a pas de décloisonnement. Ajouter l'infamant code de l'indigénat qui oblige les gens à rester sur place, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la tribu, en tant que structure sociale, s'est disloquée sous les fourches codines, sous la conquête, les assauts de la conquête et du Senatus Consulte, le tribalisme en tant que discours social, en tant que mode de représentation, lui, s'est avéré plus résilient, plus robuste. Mieux, le tribalisme en tant que discours social permet de faire vivre cette image de société tribale qui n'existe plus en réalité puisque ça a été disloqué, il n'y a plus ce contrôle sur les territoires, cette souveraineté sur le territoire. D'où ma thèse de tribalisme sans tribu. Bien. Alors, tout ça, il faut le prouver historiquement, donc j'essaye, je m'appuie très fortement sur les travaux d'historiens, sur les archives, pour étayer ça. Vous allez dire, mais il y a eu quand même le nationalisme, qui est un dépassement du toit politique de la tribu. Mais cette vision d'une nation imaginée, cette vision lisse d'une nation imaginée, gagnerait à être appuyée par des travaux d'ethnographie. Et là, en m'appuyant sur les travaux de Fanny Colonna, de Mohamed Harbi, etc., j'étaye cette thèse du tribalisme sans tribu à travers les conflits fratricides qu'a connus le FLN sur les questions tribales, etc. Je fais vite tout ça pour dire que le moment, la nation n'a pas dépassé définitivement cette question-là et que, en creux, les logiques de tribalisme sans tribu, pour le contrôle des fiefs militaires, pour le contrôle, il n'y a qu'à voir le chaos qui a succédé, qui a suivi la mort de Ben Boulaïd, parce que Ben Boulaïd, en citant l'Akhdar Ben Toubel, il dit comment c'est fut une allégeance non pas au Nidam, au FLN, mais à sa personne en tant que notable, etc. Et qu'après sa disparition, la question de l'ordre, de l'allégeance, etc. s'est posée. Bien. La pratique, au temps du parti unique, ne déroge pas à cette règle
que j'ai la prévalence de la tribu des Memcha. Faites une sociologie rapide des élus locaux, des chefs de l'Assemblée populaire de Wilaya et de les mairies de Tébessa, vous allez voir qu'ils émergent tous des Memcha. Autre fait qui n'a jamais été soulevé nulle part, c'est que la seule wilaya historique du FLN, de l'ALN, qui a donné la seule tribu qui ait donné son nom à une wilaya historique, c'est la tribu des Memcha. On dit l'Ores Memcha, la wilaya 1. Il y en a plein d'autres tribus tout aussi puissantes, les Darraj, etc. ailleurs, mais aucune de ces tribus n'a inscrit son nom dans le marbre ça, c'est en soi très révélateur de cette force. L'investissement qui s'est fait pendant la guerre, il va être le retour sur investissement va se faire par l'occupation des postes au niveau du pouvoir local et également dans l'armée, d'où cette forte présence des enfants de cette région au sein de l'armée. Combien de temps il nous reste? Une demi-heure. Bien. Alors, tout ça pour dire que la pratique du temps de parti unique, du temps de multipartisme, est-ce qu'on a dépassé ce tribalisme sans tribu dans le jeu électoral? Absolument pas. Je donne plein d'exemples sur les élections législatives de 97. Je vous donnerai juste un seul, c'est celui du FLN. Le FLN, lors des législatives de 97, il a appliqué à la règle cette fameuse norme de la Arochia, tribaliste, qui, sur le plan électoral, énonce ce qui suit. C'est une règle informelle, bien sûr. Le premier qui doit être à la tête de la liste du FLN doit être Namamcha Brarcha. Et le deuxième doit être des Ouled Yahya. Donc on respecte. Le troisième, après, c'est etc. Le FLN, en 97, il met un Mamcha Brarcha à la tête de sa liste aux législatives. En la personne de du général Abdelmajid Sherif, fraîchement retraité, chef d'état-major des forces navales, et proche de Yamin Zarwa. Et en deuxième, il met un Ouled Yahya. Il rafle 2 sièges. Tandis que le RND, qui était la machine du régime prétorien en 97, il n'obtient qu'un siège. Pourtant, le tête de liste, c'était le chef du gouvernement sortant, Mordad Sifi. Et parce qu'ils n'avaient pas appliqué, c'est des novices, parti d'administration, ils n'avaient pas appliqué. En 2002, en revanche, ils vont rectifier le tir. Mieux, lors des locales 97, c'est-à-dire en novembre 97, ils vont rectifier le tir et appliquer cette norme de la Arochia. Bien, les islamistes, ils croient en la Oumma, ils ne croient pas en le toit politique de la tribu. Eh bien, ici, contrairement à ce modèle très médiatisé d'une alliance qui va du Maroc jusqu'au Peshawar entre une bourgeoisie dite pieuse et des jeunesses déshéritées, ici, le tribalisme n'appréhende pas au référence la Arochia. Mahda en 97 applique cette norme, elle l'assure. El Hamas applique cette norme, il assure. À ce jour. Donc, c'est une norme qui s'impose aux acteurs prépondérants de l'arène locale, de parti unique jusqu'au multipartisme. Bien. J'arrive en 2002 et voilà que le FLN, le professionnel, s'il en est, de la Arochia, ne respecte pas cette règle.
Si je m'étais contenté de mon entretien avec Ali Belflis et ses conseillers à Alger, dans les bureaux feutrés d'Alger, j'aurais dit que c'est la modernisation, c'est le rajeunissement, etc. Mais quand on plonge dans les arènes, on voit que ça, c'est totalement de la storytelling, et que les raisons inhérentes à ce bouleversement de la règle tiennent à l'émergence de nouvelles forces, de nouveaux acteurs qui ne peuvent pas émerger ou pénétrer l'arène politique sous l'empire de la norme de la Harouchia. Je veux parler des forces de l'argent. Alors, l'énigme, c'est comment se... alors, le chef le Muhafid, il me donne tout un arsenal pour comprendre. Quand je rentre dans la Muhafada, au fond, il y a une salle des opérations. Elle est plus grande que celle-là, et sur les murs, il y a des tableaux, douar par douar, répartition du corps électoral par tribu. Les Mamcha, tant. Les Brarcha, tant. 1. 2. Le livre, la Bible électorale de tous les acteurs. C'est eux qui m'ont dit, si tu veux comprendre quelque chose, lis ce livre. C'était quoi ce livre? Ce livre, c'était une cartographie, tribu par tribu, douar par douar, de toute la circonscription. C'est un livre édité en Algérie avec l'ISBN, etc. Rien en arabe, qui se base sur le travail fait par l'administration militaire française du temps du cercle, le cercle militaire, entre guillemets. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'identité de l'auteur. C'est pas n'importe qui. C'est Abdeslam Boucherb. Qui est Abdeslam Boucherb? Abdeslam Boucherb est un général, membre du commissariat politique du MDN, du ministère de la Défense nationale, et ancien chef du secteur militaire de TBSA. Troisième argument qui appuie cette hypothèse d'un recensement approximatif, informel, au pif, sur une base tribale. C'est un rapport confidentiel que j'ai obtenu d'une entité étatique, dont je ne dirai pas le nom. Rapport la veille des élections, un point sur la situation, avec qui reprend ce recensement, etc., qui donne des prévisions et tout. Serait-ce possible que dans la République démocratique populaire, démocratique et populaire, on recourt au recensement à base tribale? Dans le pays légal, certainement pas. En revanche, dans le pays réel, un recensement très approximatif, au pif, basé sur ce livre dont j'ai parlé, basé sur le livre du colonel Flony, etc., ce n'est pas exclu. Dernier argument, des entretiens avec des chefs de daïra, des sous-préfets, me disent qu'on tient dans la distribution des logements sociaux, et vous savez combien c'est un enjeu crucial, la moindre distribution de logements sociaux, et une émeute se déclare. Ils prennent en considération ces critères-là dans la distribution. Bien, alors, mon Muhafid, le commissaire, il nous dit, voilà, en se basant sur sa Bible, le corps électoral Alouani est de 50 000 voix, celui des Brarcha est de 100 000 voix, celui des Aoulad Yahya est de 63 000 voix, celui des Aoulad Abid est de 25 000 voix. Mais alors, pourquoi, sachant cela, pourquoi il met des candidats qui n'assurent absolument pas la victoire, puisque le premier, bon, il passe plus ou moins, il est des Mamcha Alaouna, mais le second, il n'est pas... Je me suis trompé ici, je me suis trompé. En premier, c'est les Brarcha, et en deuxième, c'est les Alaouna. Tu peux corriger ça tout de suite? Merci. En premier, c'est les Brarcha, et en second, c'est les Alaouna. Donc, le FLN en 2002, il a mis un Alaouna.
Il n'a pas mis un badge, d'où la colère des badges. Premier conflit. Le deuxième conflit, c'est que le deuxième sur la liste n'était pas Aoulad Sidi Yahya, mais Aoulad Sidi Hamid. C'en est trop pour une liste. Le Alger le sait, Benflis le sait, qui dépêche le représentant de la Confédération des Mamcha dans le système, en la personne de El-Hadi Khediri, ancien patron de la police dans les années 70, ministre de l'Intérieur dans les années 80 et présidentiable même en 88-89. Ambassadeur à Tunis après. Lui qui parle aux avions aussi, le ministre de l'Intérieur. Plus sérieusement, il débarque donc à mon Muhafid, en réunion avec son milieu tribal. Il est là, hein. C'est le monsieur en costume gris, en plein meeting électoral. Donc, Hadi Khediri est dépêché in extremis pour éteindre le feu de la discorde au sein de la confédération tribale et essayer de faire la paix des braves. Un énorme meeting lui est organisé 2 jours avant le scrutin. Le voici, ici. Il vient d'entrer dans... ça se passe à El-Mar Abioud. Donc, un superbe meeting, vraiment. Officiellement, la campagne est terminée. Officiellement, la campagne est terminée. Khalas, 48 heures à la veille, on bloque la campagne. Officieusement, elle continue plus sérieusement que jamais. Le voici assis avec les kibar al-arsh, les notables, les vieux turbans, en train de manger la charchoura, les mets préparés, ici avec le muhafad, etc. Bien. Donc là, je me suis trouvé là par hasard. Il essaye donc de calmer les esprits et de leur dire la colère passe. Bon, tout ça, je décris la scène. Le lendemain, je le rencontre chez lui dans son domicile à Tébessa, etc. Bien, tout ça. Alors, après, je vous laisse la suite, vous le lirez dans le livre. Va-t-il, la diplomatie tribale de l'ancien ministre de l'Intérieur, va-t-elle réussir? Rien n'est moins sûr, parce que à ce moment-là, il y a des offres concurrentes très sérieuses. Il y a une liste exclusivement formée de Aoulad Yahya. Elle est menée par le docteur, le médecin Gahfez. Il a compris, Aoulad Yahya, la prestigieuse tribu, est éliminée du jeu. Il fait une liste de candidats exclusivement Aoulad Yahya. Il est élu à l'Assemblée nationale populaire. Donc, liste purement tribale. Mais il y a plus. C'est la liste proposée par LG. LG, la multinationale LG. Le concessionnaire en Algérie de cette multinationale, cette firme sud-coréenne, c'est les frères Djemé, qui sont de Tbessa, qui sont plus intéressants pour mon propos, d'Ouled Sidi Abid. Donc la troisième tribu, qui ne pèse pas électoralement selon les références, etc. Mais il a un avantage considérable, c'est la puissance de l'argent. Et donc il va déployer des moyens énormes pour faire des festins, recruter des jeunes, distribuer, etc. etc. Et des Jami'i, il y en a partout en Algérie. À Blida, à Mostaganem, partout en Algérie, vous avez des taïkoums
qui investissent en force la politique électorale à la recherche de protection. Alors, Jamii, c'est à la base de modestes acteurs, agents du trabando, de la contrebande, qui, au bout de 15 ans, amassent une fortune colossale et s'imposent comme, au milieu des années 90, comme concessionnaires de la marque LG, ils ne le sont plus maintenant, et comme leader de la friperie. Donc ils incarnent dans l'Algérie des magnats, Khalifa, Haddad, Tonique et compagnie, le modèle de la réussite sociale. Bien. La suite, je vous la laisse découvrir dans le livre Qui va gagner quoi, etc. Ce que je voulais montrer ici, c'est la prévalence de 3 répertoires. Le tribalisme sans tribu, la corruption électorale et le clientélisme politique. Laissons de côté maintenant les remuantes tribus et allons à la conquête du Touat Goura. Petit décalé, 10 minutes. Oh là là. Alors, j'ouvre ce chapitre, cette partie, par des scènes électorales. Je décris des scènes électorales tirées de mon carnet d'enquête. Le carnet d'enquête de l'observateur participant. Mon enquête dans Timimoun, dans le Gourara, le Touat et le Tidikelt, pour les législatives de 2002, a consisté, j'ai repéré 2 acteurs. Le premier, c'était un notable, ce que j'appelle un notable du cru. Je ne l'ai pas lâché. J'ai suivi ce notable du cru à ce jour. Il a été élu en 2002, en 1997 et en 2012. Brillamment. Rien à dire. Là, Robara allait. Donc, je le suis dans sa campagne. Pendant 1 semaine, 10 jours, je suis avec lui. Il fait sa tournée en 4x4 d'un Qsar à un autre, d'un Qsar à un autre, avec les grands électeurs, avec les chouyours, avec les jeunes, avec les femmes. Couscous, Zaouia, etc. Je suis avec lui. Et après, je passe à un autre acteur. Je suis un autre acteur. Je savais d'entrée de jeu qu'il n'avait aucune chance et qu'il n'allait pas gagner. Vous dites, mais pourquoi le suivre? Justement, une des questions, c'est de savoir pourquoi certaines idéologies sont-elles plus efficaces que d'autres. Pourquoi certains répertoires politiques, certains modes de mobilisation sont plus efficients que d'autres. Et je savais très bien qu'il n'allait pas marcher. Parce qu'il vient en jouant la carte de la modernité. Il vient dire, prêcher devant les chouyours que les zaouïas c'est fini, que cette tradition c'est fini, que moi, médecin, docteur, ayant fait les campagnes de vaccination depuis les années 70 dans cette région à ce jour, je connais. L'autre facteur, c'est comme il est perçu, c'est un brani, un étranger. Il n'est pas un enfant, c'est pas un Wildbled. Donc, je l'ai suivi, pareil, dans sa caravane, etc. Et je décris les scènes. J'ai choisi, j'ai pas tout mis, j'ai mis 5 ou 6 scènes électorales, 3 pour l'un, 3 pour l'autre. Pour montrer, l'un, par exemple, il va une wa'da. Une wa'da, c'est-à-dire une cérémonie religieuse, une ziyara, une cérémonie confrérique organisée par une zaouia. C'est là où je le rencontre pour la première fois à Timimoun. Comment j'ai su ça? C'est écrit nulle part, il n'y a pas de programme, on ne peut pas le savoir. C'est un pur hasard.
j'étais avec le docteur, que j'ai appelé Riyahou, c'est un nom d'emprunt. Et un de ses lieutenants, à 20h, il se faufile, c'est un noir. Après, je dirais, les nuances de peau sont très importantes. Il se faufile, il me dit, tu vas où? Il me dit, je vais à la Ziyara. Où ça? Qui donne la Ziyara? C'est le candidat Mohamed Garout. Je viens avec toi. Donc j'abandonne mon candidat docteur et je vais dans cette, sans avoir rien préparé. Donc je rentre à Timimoun, dans le vieux Qsar de Timimoun, une zaouia, la nuit, énorme terrasse, et là, litanie, prière, couscous et Fatiha. Je décris, c'est ça l'ethnographie, détail par détail, comment c'est et comment le candidat Mohamed Garout, il a la exis corporelle. C'est là où on sent que c'est les yeux mi-clos, le buste qui balance un peu et qui récite par cœur les versets du Coran. Et habillé d'une abaya, etc. Et ce mode opératoire, il le démultiplie partout où il va. De zaouia en zaouia, de mosquée en mosquée. Et en face, je décris une scène, le docteur Riyahou, avec sa caravane, flambant neuve, et son armée de jeunes, il débarque sans autre forme d'invite dans un qsar. Ils vont à la rencontre de gens, ils discutent avec l'assistance, et un échange se fait. Je décris donc cet échange pour voir l'interaction, est-ce qu'elle s'opère ou elle ne s'opère pas, est-ce qu'on communie dans le même univers, est-ce qu'on parle la même langue ou on ne parle pas la même langue. Et là, notre docteur, il parle d'analphabétisme politique pour déprécier le propos tenu juste avant par le vétéran, le cheikh, qui parlait de Zawiya. Moi, les Zawiya, ça n'existe plus, les gens sont développés. Jeu de mots, jeu de vilain. Il déprécie l'autorité de la Zawiya, il déprécie l'univers culturel auquel appartient cette communauté. L'interaction se termine en queue de poisson. Et le cheikh, quand le candidat s'en va, il lance au candidat ce proverbe, une habba de madrab durous, machi b'kubr riyous. L'amitié, c'est en mâchant par les dents, ce n'est pas en embrassant sur les fronts. Le répertoire local du patronage, du clientélisme. Ce proverbe, il l'attribue à un cheikh très connu, tous ceux qui travaillent sur l'islam du Maghreb central, Cheikh Bahous, qui avait plusieurs zawiyas, etc. Bien. Donc, je montre comment cette idéologie, ce répertoire qu'il essaie, ne marche pas. Et pourquoi il ne marche pas. Et à l'inverse, pourquoi le répertoire, le discours, la stratégie de mobilisation employée par Garout est opératoire. Et alors, regardez là, c'est la Zawiya. Ça juste comment on prépare ça c'est un meeting électoral, mais décliné sur le mode confrérique. Là, là c'est pas une zaouia, c'est dans un qsar, le soir, on invite les gens et un des représentants des jeunes se lève, prend le micro et il dit « Les jeunes sont avec toi, Haj Garout, etc. » Et tout à l'heure, je parlais des codes confrériques. Lorsque on termine les litanies et on passe au couscous, regardez des cercles, les rangées passent et ça devient des cercles de 10 autour, regardez là, autour d'un seul gassa. Voilà, regardez la communion
on partage le melh, on partage le sel et on fait communauté, on fait corps. Alors, il décline ça de façon magistrale, de meeting en meeting. Là, il fait des évergésies, il offre un don dont j'ai entendu parler d'un bout à l'autre de la wilaya, un don de 13 millions de centimes pour le club de football local avec son nom, Grot ici. Il est au centre. Voilà, le jeune au centre là. Là, c'est la sortie de la mosquée de Cheikh Belkbir, la Wa'da du Cheikh Belkbir de 2002, elle est toute récente. À la sortie, regarde, un monde fou, c'est de dire qu'ici, l'islam conquérique, c'est pas quelque chose de superficiel, c'est vécu. Il traverse les pores du corps social. Là, on l'a dans toute sa splendeur, il s'adresse à sa communauté. Regarde, le chapelet dans une main, l'arbaya, quand je parlais d'exis corporel, etc. Bien. Et là, regardez comment, en face, comment on l'écoute. Juste en face, comment on l'écoute avec cette ferveur, comme cette communion. Ici, c'est une rencontre avec ce que j'appelle le collège des grands électeurs. C'est comme ça qu'il procède. Comme c'est un notable, il connaît la cartographie des notables, des sous-notables, de tout. Qui se marie avec qui a divorcé. Il connaît qui a fait d'alliance marchande avec qui, etc. Au pied d'une zaouia. Regardez là. Il n'est pas bien apparence. D'un mausolée, pardon. D'un mausolée, d'un marabout. Hein? C'est très signifiant. Rencontre informelle où on plombe la parole, l'engagement, le contrat dans la parole de Dieu. Quand on vous donne la fameuse Fatiha, c'est fini. Si on a, moi j'attends ce moment avec impatience, si la Fatiha est levée, on lit la Fatiha, l'ouvrante du Coran se décline en rite de sortie. Ça y est, c'est fini, vous avez nos voix, elles vous sont garanties, à moins d'un trucage, Et regardez là, ici, il clôt sa campagne électorale, personne ne l'a fait, personne n'a osé le faire dans le stade municipal d'Adrar. Personne, aucun, ni le FLN, ni le RND, lui j'ai oublié de dire, c'est un candidat indépendant. Lui, il le fait dans le stade municipal d'Adrar et le monde qu'il y a, l'attention qu'il y a pour... Et à la fin du meeting, on l'appelle en 2002, donc j'ai suivi de 2002, 2007, et en 2012, l'an dernier, on lui donnait du zaïm. On n'est plus patron, on devient zaïm. Et regardez, là, il termine, il est au centre, il est acclamé, envahi par la foule, zaïm, 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 zaïm. Le jour du scrutin, vous croyez qu'il va contrôler les urnes? Non, il a fait la tournée des saints, salihin, pour avoir leur baraka. Et j'étais avec lui, du matin jusqu'à midi, 1h. Il a fait tous les salihin, tous les saints de la région. Regardez, ici, c'est Sidi Moulay Ali Ben Dridi. Et ailleurs. Ah non, c'est pas la fin. Bon, j'avais d'autres photos, c'est pas grave. Il va essayer de capter la baraka des saints, tout ça c'est vécu, alors que son armée, puisqu'il a une armée de jeunes, etc., elle est au téléphone, elle contrôle les urnes, elle contrôle, mais lui, il va chercher la baraka des saints jusqu'au jour J, le jour du scrutin. C'est vous dire ici comment le répertoire performatif du maraboutisme est très prévalent. Conclusion. Avant de conclure, s'il te plaît, tu as parlé tout à l'heure de couleur de peau. Ah, oui. Mais bref, je préfère laisser ça après. Okay. C'est important. On laissera ça après. Une question. Oui, ce sera une question. Oui, alors, la conclusion. Je vais la lire pour être très précis. Non, je ne vais pas.
ni la théorie du lignage segmentaire, de la segmentarité, ni les thèses à succès du néo-orientalisme. Pas davantage les paradigmes de la transitologie, non plus que les surveys ne permettent d'élucider l'énigme de la fabrique de la politique en Algérie. Si la politique est aussi insaisissable, c'est que les approches employées par les analystes ne sont pas assez outillées pour en saisir les ressorts cachés, les dynamiques souterraines et les logiques structurantes. L'ethnographie interprétative, ce livre espère en avoir fourni un exemple, se révèle l'approche la mieux armée pour éclairer la politique réelle. L'ethnographie du politique déployée dans cet ouvrage en laissant parler les subalternes, en donnant à voir les pratiques des sous-étudiés, permet de projeter la lumière sur ce qui se joue à l'ombre de l'autoritarisme. 3 répertoires gouvernés par des logiques de concurrence et d'hybridation sont à l'œuvre dans cette fabrique du politique. Au tribalisme et au maraboutisme, d'offrir la grammaire du lien de solidarité et la représentation de la société idéale. Au clientélisme d'instaurer un échange social entre inégaux et un mode de régulation de la rareté. À la corruption électorale, de combler le déficit de régime des 2 précédents répertoires. Les traditions inventées représentent pour les candidats à la députation le mode d'allégeance et de solidarité culturellement le plus ancré pour affirmer leurs prétentions à la représentation. Ces derniers ont toutefois besoin, pour contourner les effets de la désagrégation de la tribu et de la zaouia, d'une part, et de l'autoritarisme électoral de l'autre, de mobiliser d'autres ressources. Le patronage, qui du pouvoir central, qui des puissances d'argent. Les tycoons, pour acquérir la protection des groupes du centre, réinvestissent une partie des bénéfices qu'ils génèrent à travers la corruption, à travers la contrebande, etc., dans le jeu électoral. Ils donnent ainsi à voir un panem et circense, comme dirait Paul Venn. Ce qui va sans dire irait mieux si on le disait. Cet ouvrage ne prétend nullement épuiser le spectre des logiques politiques à l'œuvre dans l'Algérie de ce début du XXIe siècle. Il ambitionne seulement de souligner l'importance de 4 répertoires performatifs: le tribalisme sans tribu, la réinvention de la tradition maraboutique, le clientélisme politique et la corruption électorale. Sous-estimer l'importance de ces ressorts sociaux et politiques est une grossière erreur d'analyse, tant elle empêche la compréhension des phénomènes de fragmentation communautaire, de prédation et de prédation. Or, des affrontements meurtriers qui opposent de façon quasi cyclique Ibadit, Shanba, etc., ces exemples ne manquent pas. C'est dire que la chute du régime ou la préparation de l'après-Bouteflika n'entraîne pas la forclusion des dynamiques électorales qui travaillaient en profondeur cette fabrique politique. Les expériences de transition ou de changement de régime ou d'alternance montrent assez nettement ce fait. Les legs autoritaires ne s'effacent pas comme par enchantement avec l'avènement
hypothétique ou souhaitable de nouveaux régimes politiques. Merci.